Marie Montpetit. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Il y a des échanges qui se font depuis hier entre le ministre Fitzgibbon qui utilise une fois de plus son compte, ses médias sociaux pour remettre en question le travail des journalistes. Ça l'a irrité, semble-t-il, de se retrouver que ses dépenses comme ministre soient mis l'avant. T'en penses quoi de cette manie-là, Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal? Salut. Et je dois dire que au début, je trouvais que c'était un petit peu amusant. Tu sais, je me disais, le ministre répond, mais là, maintenant, semble-t-il que dans le journal, le travail des journalistes, et particulièrement des journalistes d'enquête, mais pas que, semble irriter, mais là, souverainement, le ministre Fitzgibbon. Puis là, on parle de l'article de Sylvain Larocque qui a été publié hier dans le Journal de Montréal concernant justement les voyages du ministre Fitzgibbon coûtent de plus en plus cher. Puis là, il y a deux angles là-dedans que j'aimerais qu'on explore. Le premier, c'est que, premièrement, cette inimitié-là, ou même, je dirais, vraiment, cet agacement-là de Pierre Fitzgibbon envers le travail des journalistes, c'est jamais une bonne chose. Puis, on dirait que ce ministre-là n'aime pas quand son travail est analysé, critiqué, et pourtant, c'est bel et bien le rôle prépondérant, absolument fondamental d'une presse libre que de questionner, critiquer les gens qui sont au pouvoir. Et dans le cas de l'article de Sylvain Larocque, pour ceux qui, par exemple, pourraient s'intéresser à comment on monte un article comme celui-là pour un journal comme le nôtre, je veux dire, l'article de Sylvain Larocque, il était balancé, il était nuancé. On comparait, par exemple, les missions à l'étranger du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie avec, par exemple, sa collègue Geneviève Guilbeault. Puis on voyait qu'il y avait quand même une grande différence. Dans l'article, on a aussi on est allé chercher, Sylvain Larocque est allé chercher, par exemple, l'opinion de gens qui sont des spécialistes, par exemple, pour les voyages corporatifs ou encore en éthique. On a offert la parole, bien entendu, au cabinet de M. Fitzgibbon, par la parole, si on veut, de Mathieu Saint-Amand, qui travaille à son cabinet. Tu sais, en gros, l'article est bien monté, tout ça. Puis, si M. Fitzgibbon n'aime pas cet écart-là de dépenses qui est considérable entre lui, qui semble avoir des goûts un peu plus fastes que ses collègues, qu'il s'explique, qu'il dise pourquoi. Mais une chose est certaine, c'est que plus Pierre Fitzgibbon va s'attaquer au Journal de Montréal, plus le Journal de Montréal, par le biais de ses excellents journalistes d'enquête, a intérêt à continuer à le questionner puis à le talonner parce que c'est un ministre qui s'est retrouvé souvent devant la commissaire à l'éthique et dont, justement, les pratiques éthiques sont discutables. Donc, moi, je pense que il s'aide pas le ministre Fitzgibbon en critiquant le journal parce que le journal fait son travail. Des fois, je te dirais comme ex-élu, tu te poses cette question-là, tu te dis, Colin, j'ai bien envie de remettre des pendules à l'heure, de donner mon opinion, de dire ce que j'en pense, de faire sortir un peu le fume qui te sort de la tête quand tu lis ça. Mais tu vois, moi, on m'a toujours dit, puis je me gouverne à peu près avec ça, tu sais, une nouvelle que tu commandes pas dure une journée, une nouvelle que tu commandes dure 2 jours, là, je sais plus c'est quoi exactement l'expression, mais ça ressemble à ça. Mais je pense que t'as raison. Je sais pas si ça y a fait du bien là, à Pierre Fitzgibbon de commenter ça, mais ça tu sais, en même temps, ça change. Il a pas amené des éléments non plus dans son commentaire. Tu sais, il a pas renversé la vapeur. Donc, il repart juste une autre polémique sur sa relation avec les journalistes qui, disons-le, est très particulière depuis le début. Steve, je t'amène sur on reste en politique. Élection hier de Olivia Chow comme nouvelle mairesse de Toronto. Je disais en intro tantôt, moi je trouve ça hyper intéressant la tendance qui est en train de se mettre en place avec des élus progressistes, centristes, démocrates un peu partout dans nos grandes villes au Canada. Tu sais, on l'avait vu à l'élection de 2021 au municipal au Québec avec Bruno Marchand, entre autres Valérie Plante. Et là, Olivia Chow vient s'inscrire dans cette mouvance-là. Oui, et avant de parler d'Olivia Chow, je veux quand même ouvrir une petite parenthèse qui est un petit peu inquiétante
en 2022, le taux de participation pour l'élection à Toronto avait été de 29 %. Imaginez, la plus grande ville du Canada. Cette fois-ci, pour cette élection, comme on dira, partielle, là, parce que John Tory a démissionné pour une histoire de mœurs, là, si on veut. Là, et puis, là, on est à 38 %. Mais en 2014, il y avait une élection à Toronto très suivie où, justement, Doug Ford, Olivia Chow et John Tory, celui qui a démissionné, s'étaient affrontés, puis on était à 60 %. Donc, ça, c'est inquiétant parce que même si là, on est à 38, c'est quand même trop bas, même si c'est des élections municipales. Puis dans ce cas-ci, il n'y avait pas de question de conseillers, tout ça. Il y a des gens qui ont dit, oui, mais il y avait trop de candidats, plus d'une centaine de candidats, je veux bien, mais c'est trop important. Gouverner la ville la plus importante du Canada avec un si faible taux de participation, je tenais à le mentionner. Maintenant, Olivia Chow a réussi à gagner, mais elle a gagné avec le vent d'en face, là, vraiment beaucoup, beaucoup. Et parce qu'il faut savoir que Doug Ford, qui est aujourd'hui premier ministre de l'Ontario, comme on sait, il a vraiment tout fait pour essayer de lui nuire. Et lui, il appuyait un des candidats, l'ancien chef de la police, c'est M. Sanders. Lui, il appuyait ce candidat-là. Et l'ancien maire, celui qui a démissionné, John Tory, lui, donnait son appui à sa rivale principale, Anna Bilbao. Donc, tu sais, elle, là, elle avait des gens importants dans la province et dans la ville qui étaient contre elle. Puis, dans les derniers jours de la campagne, elle perdait de plus en plus de terrain. Puis, il y a eu un vote qui s'est rassemblé devant sa rivale principale. Puis, ça a été plus serré que prévu. Mais au bout du compte, elle gagne. C'est une victoire qui est incontestable. Puis, on se retrouve avec les deux plus grandes villes du Canada, Montréal et Toronto, qui sont gouvernées par des maires progressistes. Et dans chacun des cas, parce que c'est ce qu'elle a dit, Olivia Chow, hier, Olivia Chow place l'abordabilité et la question de la crise du logement à Toronto au sommet de ses préoccupations. Olivia Chow, on le sait, c'est la veuve de Jack Layton. Jack Layton, NPD, elle-même a été députée du NPD. Donc là, il va falloir à un moment donné que si c'est vraiment ce qu'elle entend mettre de l'avant, un peu comme à Montréal, qu'elle analyse la question de la crise du logement selon toutes ses coutures et tous les éléments qui peuvent l'influer. Mais donnons-lui la chance, on va donner la chance au coureur. C'est une victoire éclatante. Et en même temps, il faut dire que les deux adversaires de droite, là, M. Sanders puis le chroniqueur Anthony Furey là, du Toronto Sun, ces deux-là promettaient de littéralement mettre arracher toutes les pistes cyclables de la ville de Toronto. C'était complètement ridicule. Puis je suis content de voir que ces deux-là, finalement, ont été écartés complètement dans la marge et qu'il n'y a pas eu de traction pour des populistes de ce genre-là. Non, c'était particulier, ça, comme prise de position. Dire, on est dans une... Bon, après, je sais que ça crée de la grogne là, pour certains quand il y a de l'ajout de pistes cyclables à certains endroits, puis là, t'en as des pistes de stationnement. Mais c'était tellement à contre-courant d'où on devrait aller, là, à mon avis, là, puis du discours ambiant sur l'importance du transport collectif, de la lutte contre les changements climatiques. Mais tu sais, c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas récolté beaucoup d'appui, là. Mais c'est comme si à Montréal, les gens qui sont, tu sais, Montréal, c'est l'île, mais mettons que les gens là, qui sont au pourtour de Montréal étaient un petit peu plus enclins à voter pour justement Doug Ford ou des gens un petit peu plus à centre-droit. Puis ces gens-là aiment venir à Toronto. Puis, tu sais, dans une optique où ils se disent, finalement, les pistes cyclables, ça prend de la place. Je l'ai dit souvent, tu sais, quand j'habitais à Montréal, j'ai pratiqué le métier de courrier à vélo, de messager à vélo, puis c'était pas un métier évident. J'aurais-tu aimé avoir un réseau express vélo? Moi, à chaque fois que je retourne à Montréal, maintenant, j'ai un vélo, j'en emprunte un, je veux rouler là. C'est une réalisation absolument phénoménale de Valérie Plante que d'avoir favorisé la mobilité à vélo. Et j'en profite tous les jours, je te dirais. Oui. Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, merci. Certainement, à demain.